Maternité publique, mon expérience unique. Maternité plurielle, histoire universelle. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado D'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui allie maternité et spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes dans un épisode de pleine lune, donc avec une invitée, ou plutôt deux invités, puisque il s'agit de l'épisode de la tisseuse, la mère de clan de la créativité, du tissage, de la sororité. Et j'ai donc deux femmes qui se sont senties appelées par elle aujourd'hui. Donc on va les accueillir tout de suite. Il s'agit de Élodie Jacques et Yasmine Ouellette. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de savoir avant de commencer comment vous arrivez ce matin, avec quelle énergie. Je vais commencer par Élodie puisque c'était la première à se connecter. Eh bien, bonjour à tous. Alors moi, j'arrive vraiment avec une énergie de joie déjà d'être ici parce que c'est vraiment un privilège de pouvoir être là avec vous. Et puis oui, on est dans une énergie de pleine lune, donc c'est assez intense, j'ai envie de dire. Euh, Beaucoup de choses qui switchent en ce moment, des suites d'identité, beaucoup de choses j'observe autour de moi, donc ça va être super intéressant. Hmm. Merci Yasmine. Moi, je dirais que j'arrive plutôt avec une énergie de clarté, de justesse, de vérité, là, comme si aussi cette rencontre-là ce matin, ça vient faire beaucoup de sens. Je relisais tout ce que tu as porté à notre attention pour cet épisode, puis j'étais comme, oh my God! Ouais. Oui, en effet, moi aussi, quand je préparais l'épisode solo, je relisais, je dis, c'est vrai que ça vous va à toutes les deux. Puis moi, ça va avec ce que je vis en ce moment aussi, fait que ouais, tout est parfait. Tout est parfait. Alors, pour celles qui nous écoutent, donc, Élodie Jacques, elle est française et on s'est rencontrés dans un espace virtuel de Laurence Sala, ma mentor, dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast. En fait, on a cheminé toute l'année dernière ensemble dans le cercle des 13 mères, hein, dont est inspiré ce balado. Et on est resté en contact et c'est ça, on a beaucoup échangé sur nos vies personnelles, nos vies professionnelles. Donc j'avais envie d'accueillir Élodie dans ce balado. Et Yasmine, on s'est rencontrés il y a 6 ans quand j'étais enceinte de ma deuxième. Elle était enceinte de son fils, hein, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est ça, hein? C'est ta fille l'aînée, ouais, c'est ça. Et donc, tu as organisé une retraite avec d'autres femmes, dont je pense Claire Do, je crois que c'est comme ça que je suis arrivée là. Et on s'est perdu de vue, et ensuite on s'est retrouvés parce que tu as décidé de lancer un réseautage Rive Nord en présence avec d'autres femmes entrepreneurs. Donc voilà comment je connais ces deux femmes. Donc Yasmine, toi tu es québécoise, Élodie française, mais vous allez voir que vous avez beaucoup de points communs, le lien avec la créativité, mais aussi vous faites toutes les deux l'école à la maison, vous êtes toutes les deux des nomades, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Alors, avant que je relise les enseignements et le poème, j'aime bien, dans cette saison-ci, faire tirer une carte d'oracle euh, pour voir ce qui va nous accompagner aujourd'hui. Et puis, j'avais envie de celui-ci, Intuition et Action, parce que bah, il y a deux femmes dessus. Je le trouve, c'est celui que je trouve le plus artistique des oracles que j'ai. Et alors, je me suis amusée en vous attendant à en tirer une pour moi. Et alors, j'adore la justesse. Moi, je suis tombée sur l'art de s'unir. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Voilà. Donc, c'est en plein avec les alignements de cette mère de clan, hein. Et en fait, le message pour moi, c'est que j'ai besoin de m'allier aux autres plus pour créer et que la force d'une union se crée quand chacune reconnaît ses propres forces, talents et faiblesses, mais aussi ceux des autres. Pour vous unir aux autres, vous devez porter un regard d'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres. Et je suis en plein là-dedans ces jours-ci. Donc voilà. Alors j'ai envie d'en tirer une pour chacune. Donc bah, Yasmine, arrête-moi quand tu le veux pour voir ce qui va t'accompagner aujourd'hui dans cette entrevue. Go! Celle-ci? Yes. Ok. Créer de l'impact. Oh, elle est magnifique en plus. Hmm. Elle est belle, hein?
Vraiment Ouais. créer de l'impact. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, créer de l'impact? Créer de l'impact. Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Waouh! Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. C'est beau. Est-ce que ça résonne? Ben, ça, c'est sûr que ça résonne, mais c'est comme ça amplifie le. Tu dis, OK, wow. Super, super, super. Alors, ma belle Élodie, oups, j'en ai fait tomber une. Est-ce que tu veux celle-là ou est-ce que tu veux choisir Ah, toi? ben écoute, hein, si c'est celle qui saute, c'est celle qui Ah, saute, c'est hein. celle qui saute, ok. Oh boy, ok. Célébrer l'échec. Ah, intéressant. Ouais. On est dans l'ombre et la lumière, là, je trouve. On a une belle pleine lune. Ouais. Hmm. Célébrer l'échec. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tout ce que vous considérez comme un souci, une défaite ou une faiblesse peut se percevoir comme un échec. Saviez-vous que la source considère l'échec comme un cadeau de la vie? Mhm. Il est vrai que votre ego a pris un coup, mais il découvre bien assez tôt l'apprentissage si vous lui permettez de le voir ainsi. Méditez sur ceci, l'échec fait grandir, il est une partie prenante du processus d'apprentissage et d'évolution. Sans l'échec, le succès serait une banalité ou une chose déjà vue. Est-ce que ça te parle? Je vois sceptique. Moi, j'adore parce que ça a été mes phrases de cette semaine, donc c'est assez drôle. Ah, ok, ok, Et puis forcément, c'est une discussion qu'on a souvent avec les enfants ouais. par rapport au processus d'apprentissage. Puis bah, voilà, comme ils sont instruits à la maison, je pense que ça va faire résonance. On est aussi beaucoup à les sortir voilà, de cette notion de compétition, de, euh, de choses qu'on entoure en rouge à l'école, en Mhm. tout cas en France, c'est comme ça, pour pointer du doigt le seul truc qui va pas, alors qu'il y a tout le reste autour, en fait. Mhm. Donc ouais, ça résonne énormément. Et puis c'est drôle quand je t'entends, je repense à ce qui s'est passé hier soir avec ma fille cadette. Elle s'était mise en tête de réussir à faire une roue. Et premier essai de sa vie, là, tu sais. Et alors, puis c'était le soir, elle était fatiguée, elle n'y arrivait pas. Puis là, elle voulait rien savoir d'abandonner, elle s'est mise à hurler. Elle a fini par se calmer. Et à la fin, elle m'a dit, Maman, j'ai compris. Euh, Ça prend du temps pour y arriver. Il faut que je me pratique. Et, et tu sais, quand elle me racontait ça, moi, ça m'a ramené à ce que j'ai vécu dimanche dans le spectacle Sisters, qui pour moi est un échec, mais qui pour les gens dans la salle était un cadeau. Mm. Et je lui dis, bah, tu vois, maman, euh, elle n'est pas du tout contente de ce qu'elle a fait dimanche, mais elle sait que dans les conditions dans lesquelles elle a fait, ben, c'est ce qu'elle pouvait faire de mieux et qu'elle va apprendre de ça et qu'il faut continuer à répéter tout ça. Et tu sais, j'étais comme, c'est fou comment les enfants nous donnent des miroirs aussi, quoi. C'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Bon, très bien. Alors, avec tout ça, il y a beaucoup de choses, hein. Je vais relire les enseignements et le poème de la mère de clan. Et ensuite, je vais vous demander de me dire comment ça résonne pour chacune d'entre vous. OK? Alors, je retrouve mon petit document. Voilà. Octobre, la tisseuse, la mère de la créativité, la muse, l'artiste, la créatrice, celle qui exprime les rêves, qui amène les visions dans la réalité, la gardienne de la force de vie, qui enseigne aux femmes à donner naissance à leurs rêves, la protectrice de l'instinct de survie et la mère de la créativité et de la destruction. Elle nous enseigne à nous servir de notre désir de créer et amener nos rêves dans des formes tangibles, à nous connecter à la force de vie en faisant appel à l'énergie pour construire, changer ou manifester nos besoins, à exprimer nos visions et à leur donner vie à travers nos actions ainsi que nos dons artistiques, à créer du nouveau à partir de l'ancien et à détruire ce qui limite notre créativité. Elle nous enseigne à travailler avec la vérité. Son poème. Les fils impalpables de la vie me tiennent suspendu entre ciel et terre, où je tisse la toile, en rêvant le rêve dans lequel je volerai d'un monde à l'autre.
Inspirée par toi, mère, je crée la substance des rêves, autorisant l'artiste en moi à façonner ma vie avec estime pour moi-même. Je pétris la glaise de mes expériences pour en faire un bol de médecine sacrée qui recueille l'essence du vivant telle qu'elle chante au tréfonds de mon âme. Mère, tes secrets de création m'ont appris quand détruire les chaînes qui me gardaient captive et réprimaient l'expression de ma joie. Tu m'as appris comment me mettre au travail afin que les visions que je porte à l'intérieur de moi puissent être mises au monde et être libérées, telles des flèches d'argent, en attisant de nouveau le feu de la création. Alors, est-ce qu'il y en a une qui veut commencer? Ben moi, ça veut dire plein de choses. Il y a plein de choses qui... mais de prime abord, tu sais, moi, ma mère, elle a toujours dit que j'étais née avec du papier, du crayon, avec l'art. Et c'est ça, et j'ai réalisé juste tout récemment que c'était mon outil de prédilection, que c'était vraiment mon outil premier parce que c'est comme ça que je mets de l'ordre dans mes idées, dans ma tête, dans tout ce que je ressens, dans tout ce qui a toujours rempli mon intérieur, mais d'un trop plein que j'ai plus de mots puis que c'est le chaos. Ben, grâce à l'art, c'est comme ça aussi que j'accompagne aujourd'hui mes clientes, de passer du flou, de l'idée, de la charge mentale à quelque chose de concret à travers l'écriture, à travers le dessin, à travers... Puis, fait que d'amener aussi ce qui est invisible, ce qui est dans quelque chose de vrai, là, tu sais, de concret, de physique, euh, ouais, mais que je pourrais partir en tous les sens. Je vais commencer par ça. Merci, Élodie. Ouais, c'est exactement ce que dit Yasmine. En fait, il y a tellement, c'est tellement riche, il y a tellement de choses et d'axes Tellement de possibles. Moi, fil, ça me hein? fait vraiment penser à ce que je fais dans mon entreprise. Tu vois, c'est à la fois l'artiste, la muse, et puis à la fois la bâtisseuse, en fait, celle où on remet, en fait, dans la matière. Et pour moi, la vie, c'est toujours ça, en fait. C'est finalement une danse entre les deux. Et moi, j'ai mis énormément de temps aussi à reconnaître mon côté artiste. Quand tu l'as lu, tu vois, il y a vraiment les phrases. Enfin, moi, dans ma famille, les artistes, ils n'étaient pas du tout appréciés. C'était pas un vrai métier. Enfin, toutes les phrases qu'on peut entendre en fait autour de tout le domaine artistique, c'est oui, c'est joli, c'est mignon, voilà, c'est pour faire rire les gens, tu vois. Mais ça n'a rien de sérieux en fait dans la vraie vie, quoi. Donc, et finalement, c'est vraiment ouais, cette réconciliation entre les deux, entre notre créativité qui est pour nous, en fait, c'est l'essence de la vie, tu vois. C'est pour moi, tout le monde est créatif. Après, on va l'exprimer différemment, on va s'y connecter ou pas, mais tout le monde est créatif. Et puis, c'est comment, en fait, j'arrive à amener cette créativité dans la vie, dans la matière, quoi. Comment vous définiriez la créativité? Curieuse. Ben moi, je l'utilise beaucoup à travers la page blanche, tu sais, même avec mes clientes, j'aime beaucoup mettre à plat des fois une idée, un concept, puis de venir la réinventer à travers la page blanche. Fait que pour moi, la créativité, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu tout ce qu'on connaît, tout ce qui nous habite, nos expériences, puis faire quelque chose avec ça. Ça vient éveiller aussi, tu sais, l'autonomie, la débrouillardise, de faire, OK, qu'est-ce qu'on peut inventer, réinventer, euh, repenser ou où est-ce qu'on peut mettre, tu sais, aussi un pont, tu sais, avec l'avant, avec l'après, avec le maintenant. Puis Mhm. ça, c'est ça, ça crée du lien, là, de l'unité. C'est ça. Élodie, ce serait quoi ta Pour définition, moi, la toi? créativité, c'est vraiment, tu sais, cette petite voix, en fait, qui te souffle des idées, des choses que tu as envie de vivre.
Et c'est cette capacité, finalement, à la laisser s'exprimer. Et puis, comme on disait tout à l'heure, en fait, il y a des moyens de l'exprimer peut-être par l'écriture, par la peinture, par la danse, par tellement, en fait, d'aspects. Et évidemment, notre corps est un canal de créativité. Et pour moi, c'est ça. En fait, c'est laisser exprimer cette petite voix, cet instinct qui qui est pas de l'ordre du mental, quoi, qui est beaucoup plus profond que ça, quoi. Mhm. Mhm. Alors, vous avez toutes les deux mentionné le fait que vous avez découvert votre artiste sur le tard, donc j'ai envie de savoir comment ça s'est fait pour vous. Par quel chemin vous l'avez retrouvé? Ben, je pense que j'étais dure de tête dans mon dans mon cas, je pense que les chemins, il y en avait plein, mais je continuais à zigzaguer. Donc, c'est ça, l'art venait toujours cogner à ma porte. J'étais comme, oui, oui, mais on va aller voir autre chose, mais ça doit pas être ça. Puis probablement pour les mêmes raisons qu'il a dit, dans le sens que, ben même à ma rentrée au cégep, là, tu sais, j'étais pas motivée par les cours dans le programme de sciences humaines et tout ça. Puis ma bouée, ça a été les arts là, j'ai changé de programme, j'étais allée dans les arts pour faire remonter ma moyenne, pour pas être kick-out de l'école. Fait que ça a été. Mais comme je vais pas devenir prof d'art plastique ou je vais pas. Fait qu'il fallait que je trouve un autre chemin. Tu sais, j'étais à la bonne place peut-être, mais fait qu'à chaque fois. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à vraiment. Tu sais, la première fois que j'ai un ami qui m'a dit on devrait faire une exposition ensemble. Moi? Une exposition? Tu sais, ouais, j'étais pas assumée dans mon. Mais l'artiste a toujours été là, mais j'étais pas assumée. Ça s'est fait au fil du temps, un petit peu plus. À un moment donné, tu te dis, Caroline, j'ai deux oreilles, là, je vais commencer à écouter puis faire quelque chose. Oui. Ouais, souvent, c'est les autres qui le voient avant nous, hein. Nous, on ne le voit pas. Est-ce que c'était encouragé ou critiqué pour ta famille que tu as choisi d'aller ailleurs avant d'aller vers les arts, non? Non, non, on est très artiste de toutes sortes de manières. Tu sais, j'ai une tante qui était en mode. Oui, mais ma mère, elle est très artiste aussi. Elle m'aurait appuyée à 110%. On a tout un petit talent. Fait que c'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment Mhm. euh, moi avec moi-même ce que j'ai acheté de l'extérieur. Mm. D'accord. Et toi, Elodie, ça s'est fait comment? Ben moi, c'est vrai que je l'ai reconnu moi-même sur le tard, mais c'est exactement ce que tu dis. Il y avait plein de gens en fait qui me le renvoyaient parce que j'avais ma manière très atypique de fonctionner, parce que je pouvais faire 1000 projets, 1000 idées, plein de choses. Et puis en fait, c'est il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je me suis dit mais voyons, j'ai commencé petite avec la danse. Et puis la danse a comme toujours fait partie de ma vie, que ce soit la danse classique quand j'étais petite ou d'autres formes de danse plus tard. J'ai fait 4 ans de théâtre quand j'étais ado. Enfin, en fait, j'ai eu comme un miroir à me dire, mais voyons comment je peux encore dire que je suis artiste. Alors qu'en fait, ça a drivé ma vie. Puis d'ailleurs, j'ai failli faire du théâtre professionnel. Puis c'est là où, effectivement, les réactions que j'avais, moi, de mon côté, c'était, ah non, non, mais ça, tu gardes pour les passions, mais il faut que tu trouves un vrai métier, quoi. Et en fait, là, c'est venu se reconnecter. Puis en plus, j'ai une fille qui fait du cirque, du chant, du théâtre, de la danse. Autant dire qu'elle me renvoie un miroir encore plus puissant. Puis il y a quelques mois, c'est aussi par elle que c'est venu. Elle me dit, mais maman, un jour, on va être ensemble sur scène, c'est sûr, quoi. Ok, ok. Et là, on s'en va en Espagne bientôt. Et puis voilà, puis on a trouvé déjà une troupe francophone. Enfin, il y a des choses qui se mettent sur le chemin, quoi. C'est fou, quoi. J'aime pas parler de hasard parce que ça n'existe pas, mais tu sais, les synchronicités, en fait, comme tu disais, ça vient frapper à ta porte, puis toi, t'aimes bien prendre des manières détournées, puis ça revient frapper à ta porte. Est-ce que tu vas enfin comprendre comment ça Alors, je voudrais rebondir sur le fait que tu as dit que c'est, tu sais, ta fille, elle est très artistique, puis quelque part, c'est elle qui t'a fait voir ça.
Parce qu'il y a. Enfin, moi, ça a été aussi mon chemin, hein. C'est quand je suis devenue mère que j'ai reconnecté à ça. Euh, Parce que les enfants sont toujours en train de créer, en fait. Tu sais, quand tu passes la phase 0-5 ans où ben là, tu es quand même beaucoup plus dans les soins, mais, tu sais, je pense qu'il n'y a pas une journée où mes filles, elles n'ont pas un papier, un crayon à la main en train de dessiner. Puis maintenant, la plus grande, d'écrire aussi. Et du coup, ben, moi, je me suis remis à faire des choses. Bon, dessiner, j'ai jamais été très bonne, mais colorier, ça, j'aime ça. Tu sais, faire des mandalas ou faire des bricolages. Puis je me suis rappelé combien plus jeune, mais j'adorais ça. Tu sais. Moi, j'allais dans un centre aéré. C'est un peu l'équivalent des camps de jour au Québec. Et les matins, c'était bricolage. Et moi, mais j'adorais ça, quoi. J'ai appris à faire des pompons, à tricoter. Tu sais, on a même fait un film. J'ai appris comment faire disparaître une fée et apparaître. J'étais comme, waouh! Enfin, c'était tout le temps des découvertes. Puis l'après-midi, j'aimais moins. C'était des jeux extérieurs. Et en fait, je me dis, mais pourquoi j'ai pas continué? Puis c'est en devenant mère que, en fait, je me suis reliée à ça. Puis j'ai découvert, moi qui ai souvent trouvé difficile, j'aimais pas jouer avec mes filles et tout, mais ça, j'adore. Tu sais, quand on a une soirée maman-fille, je dis, bon, on fait du bricolage, tu sais, cet été, on a ramené plein de coquillages de Gaspésie. Je dis, bon, alors les filles, on fait des colliers, on fait des. Parce que moi, j'adore, quoi. C'est vraiment là où je me reconnais. Puis, ça me fait revivre mon enfance aussi parce que mes filles sont toujours en train de faire alors, comme dirait ma petite, des spectacles. Spectacle. Spectacle, tu sais, parce que spectacle, c'est pas assez compliqué. Tout le temps, tu sais. Et quand j'en parle à ma mère, elle me dit, mais ouais, mais ta sœur et toi, c'était pareil, quoi. C'était tout le temps en train d'imaginer, de vous déguiser. Donc, je voulais savoir, toi, Elodie, donc tu as mentionné ta fille. Yasmine, est-ce que toi, tes enfants, ils ont eu une influence là-dessus ou pas? Ben en fait, moi, ce que je crois, parce que tu sais, je vais avoir j'ai des amis que leurs enfants sont pas du tout ben, tu sais, dans l'art, qui aiment pas se mettre dans des projets créatifs, tout ça. Ouais. Puis, je trouve que finalement, ben, nos enfants nous ressemblent toujours quand même un peu. Soit que on leur montre tellement cette voie-là inconsciemment ou que ça reflète qui on a été. Mhm. Mais moi, comment je l'exprimerais plus, c'est que j'ai eu mon premier enfant, la maternité et tout, ça m'a ramené à qui j'étais. Je trouve que ça te ramène beaucoup. Attends, j'essaie de ressentir qu'est-ce qui monte. La, la maternité, c'est ça, ça m'a ramené à qui j'étais vraiment, à ce que, à l'essentiel à vraiment, ça a ouvert de nouvelles voies à dire qu'est-ce que tu as envie de vraiment créer. C'est comme si on est tous dans un rythme pour tous, puis que là, ça a été un retour à soi, puis de dire, hey, c'est vrai, j'étais créative, c'est vrai, j'aimais les arts, c'est vrai, j'aimais ça. Ah, j'aimais peut-être plus le silence et la paix que je crois, parce que ma vie est bruyante finalement. Puis, fait que c'est plus ça, une redécouverte de soi à travers ça, que Mhm. mes enfants en tant que tels. Après, D'accord. ben, ensemble, à travers les années, là, quand ils grandissaient, ensemble avec eux, là, on a découvert bon, des points communs et tout ça, mais Hmm. Et toi, Elodie, est-ce que la maternité a joué un rôle là-dedans? Clairement, ouais. Ouais. Clairement, quand ma fille est née, alors nous, on a commencé la peinture, elle avait pas un an. T'avais C'était de hâte? la peinture à doigts et tout. Enfin, j'ai toujours fait beaucoup de choses. Avant d'être nomade, on avait d'énormes bacs, tu sais, avec plein de bricolage, des paillettes, des bricots de Noël, enfin, plein de choses. D'ailleurs, la période des fêtes, c'est là où on crée encore plus de choses. C'est peut-être la seule chose vraiment qui est difficile en étant nomade, c'est de ne pas avoir pu monter tout ça. Euh, Même si on s'est quand même constitué un stock au passage en fonction des pays, mais c'est vrai que la maternité m'a vraiment reconnectée en fait à cette âme d'enfant. On crée énormément de choses.
Moi, contrairement à ce que j'ai vécu étant petite, où fallait pas faire trop de bazar, fallait pas, enfin voilà, il y avait des choses quand même beaucoup plus strictes. Moi, j'ai toujours laissé les enfants en mettre plein partout, tu vois. Pour moi, une maison, ça a de sens que quand il y a de la vie, en fait. Donc, euh, donc, des fois, il y en avait, mais vraiment partout, que ça soit des dessins, de la peinture. Et puis, c'est pas grave, on nettoie après. Et la maternité m'a vraiment, finalement, reconnecté à cette âme d'enfant qui crée, qui, voilà, qui est elle-même, qui joue, qui saute dans les flaques d'eau, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que me disent souvent mes enfants, c'est que maman, elle est rigolote. Elle n'est pas du tout sérieuse, elle est rigolote. On peut sauter dans les flaques d'eau avec elle, on peut faire plein de choses avec elle. Et puis, en fait, je pense que c'est vraiment ça, ça nous reconnecte à notre âme d'enfant, quoi. Mhm. Mhm. Alors, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi l'école à la maison? Parce que ça, c'est un de vos points communs. Toutes les deux, vous avez choisi de garder vos enfants à la maison et de le... Puis en plus, vous êtes toutes les deux dans un pays différent, donc c'est peut-être pour des raisons différentes que vous l'avez choisi. Euh, Yasmine, toi, dans ton cas, pourquoi tu as fait ce choix? Ben moi, à la base, comme certaines mères ont besoin de devenir, certaines femmes ont besoin de devenir mères pour se sentir épanouies. Moi, j'avais pas besoin de ça. C'était pas dans mes projets d'avoir des enfants. Moi, je me voyais voyager, tu sais, faire du bénévolat. Pas, Donc, quand je suis tombée enceinte la première fois, je fais OK, wow, là, comment, comment qu'on va faire ça? Puis, c'est clair que j'allais pas suivre un chemin conventionnel parce que je l'avais vécu, puis ça m'a pas plu. Donc, j'ai exploré au départ, c'est ça, j'avais mon enfant dans mon ventre, puis j'ai exploré toutes les voies possibles, l'école alternative, l'école Montessori, l'école Waldorf, toutes les... puis au final, euh, j'ai pris au fil du temps en parlant aussi avec ma mère, tout ça, ben, on a décidé de créer, ma mère a laissé son travail, puis on a décidé de monter ce projet-là d'école maison où est-ce qu'on on pourrait tous s'épanouir quand même, puis voyager, mais c'est ça, tu sais, ça a vraiment ouvert la porte à qu'est-ce que nous, on en avait envie de... Fait que c'est sûr, au départ, beaucoup de jugements. T'imposes tes idées à tes enfants, c'est négligent, c'est ci, c'est ça. Puis en même temps, je me disais, ben, vous imposez l'école traditionnelle à vos enfants aussi. Laissez-moi donc vivre mon chemin. Fait que c'était d'oser, ma fameuse page blanche, là, c'était Mhm. d'oser créer quelque chose à neuf, mais qui répondent à nos instincts, nos élans, nos intuitions, notre vérité, qu'est-ce qu'on avait envie d'être comme parents. Mhm. Mhm. Fait que c'est parti de quelque chose que toi, tu as mal vécu dans l'enfance et aussi d'un besoin de liberté, si j'entends Ben, bien. non, pas nécessairement quelque chose que moi j'ai mal vécu, mais de dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, tu sais, en mettant tout ça à plat. C'est pas Mhm. parti d'une blessure à dire, oh mon Dieu, je veux préserver mon enfant de ça, mais what else? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? Comme, c'est ça le chemin qu'on nous offre, mais il y a peut-être d'autres portes. Est-ce que je peux aller Mhm. voir ça? Ok, c'est la fameuse page blanche. Donc, ok, d'accord, je comprends mieux. Puis est-ce que, à part le jugement, est-ce que tu as eu des embûches? Est-ce que c'est difficile au Québec de faire l'école à la maison? Euh, Difficile, je pense qu'il faut se mettre un petit peu de hier parce qu'à un moment donné, ben, tu entends beaucoup de discours très négatifs, très lourds, des mauvaises expériences. Là, quand tu commences à écouter ça, ça peut devenir difficile parce que là, tu te dis, oh my God, qu'est-ce que je fais? Comment ça va se passer? Puis, fait que je pense que quand tu t'écoutes vraiment plus toi, tout est là pour que ça fonctionne. Ok. La socialisation est peut-être plus difficile parce que ben ça reste que il y a encore peu de familles qui font l'école maison. Fait que là, dans ce petit bassin, c'est pas nécessairement évident de trouver des gens avec qui tu connectes aux mêmes valeurs et aux mêmes intérêts, la même vision, la même pédagogie, la même. Fait qu'il y a peut-être ça, mais Hmm. après, ben.
Puis, à part ta maman, est-ce que ton conjoint aussi est impliqué dans l'expérience? De plus en plus, mais c'était difficile. Ouais. D'accord. Et toi, Elodie, comment ça se passe pour toi? Pourquoi tu as fait ce choix? Alors moi, c'était pas un choix de départ. Ma fille aînée a été plusieurs années à l'école et mon fils a fait une première année d'école, puis c'était l'année 2020 du Covid et de toutes ces joyeusetés. Donc, il n'a pas fini sa première année. Et on avait commencé du coup l'année scolaire donc 2020-2021. Et au bout de 15 jours, bah, je les ai déscolarisés en fait parce que euh, je sentais qu'il y avait un profond mal-être, alors que ma fille a toujours adoré l'école. C'est plus l'aspect émotionnel étant au potentiel, forcément les relations avec les autres. Mais sinon, elle a toujours adoré l'école, en tout cas quand elle était petite. Puis à cette rentrée 2020, bah, mon fils, lui, par contre, il n'était pas câblé pour l'école, mais vraiment pas. Et, et j'ai senti qu'il y avait ce profond mal-être et je me souviendrai toujours parce que ma fille, elle m'a dit, Maman, je me ressens d'être en prison parce que j'ai même plus le droit de me lever pour chercher un mouchoir, quoi. Et j'en ai des Et en frissons. fait, ce truc de prison, elle m'avait exprimé par rapport à son corps et tout, forcément, avec moi qui prône des discours sur le corps depuis 10 ans que je suis thérapeute corporelle, c'est venu me chercher profondément et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait de continuer comme ça. Et c'est de là que c'est parti. C'est finalement un désaccord avec nos valeurs profondes. Moi, j'avais pas fait le choix en fait dès le départ quand ils sont nés parce que je ne connaissais même pas cette possibilité. J'avais aucun exemple autour de moi. Je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai connu ça, je crois, 1 an ou 2 ans avant de les déscolariser. Sauf que je m'étais mis dans la tête, oui, non, mais enfin, mener une entreprise, puis avoir les enfants en même temps à la maison, enfin, c'est pas possible, quoi. Et là, comme c'est venu toucher une valeur profonde, bah, clairement, je me suis dit, possible ou pas, je vais le faire, on va trouver des solutions. Tout le monde m'a dit, bah, attends les vacances de fin octobre ou Noël. Non, bah, je dis non, ils sont malheureux. Je ne vais pas attendre en fait encore quelques mois et leur dire, excuse-moi, le temps que maman trouve des solutions, et ben, je vais te mettre dans un endroit où tu es profondément malheureux. Ah, non, en fait, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est vraiment parti de là et puis de se dire, mais en fait, comme toujours, on va trouver les solutions sur le chemin. Et j'adhère beaucoup à ce que dit Yasmine, c'est cette voie d'ouverture, en fait, de dire, mais en fait, la vie, c'est pas ça, quoi. Qu'est-ce qui est possible? Et en plus, on était sur ce chemin, en plus d'expatriation. On s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous retient? Comment on a envie de vivre les choses? Et de la manière dont ça se vivait en France, nous, on n'était pas, enfin, on n'avait pas envie de rester, en fait. On n'avait pas envie de rester, puis on n'avait pas envie de ça pour nos enfants, quoi. Donc, c'était dire quel autre modèle est possible, en fait. D'accord. Et alors, comment ça se passe justement, parce que vous êtes toutes les deux entrepreneurs, comment vous arrivez à gérer l'entreprise, l'école, la vie familiale? C'est quoi les solutions justement que vous avez mises en place? Alors, Yasmine, toi, je sais qu'il y a ta maman qui t'aide. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies ou... Ben, dans mon cas, ça a été vraiment de tout redéfinir, là, et le rythme, et les semaines, ouais, tu sais, entre autres, j'ai fait faire le human design de la famille pour comprendre, tu sais, chacun, le rôle de chacun, le rythme de chacun, puis c'est fou quand tu te plonges dans la charte, tu sais, tu peux même comprendre tu sais, la digestion. Pourquoi c'est pas simple? Pourquoi on n'est pas capable d'être les quatre assis à table en mangeant puis que tu sais, ça se passe bien? Parce que oui, les besoins à chacun sont très différents. Selon leur charte, là. Tu sais, mettons, mon fils, il va être plus du genre 5 à 7 bruyant quand il va être plus vieux. Puis ma fille, c'est plus lumière tamisée et calme. Fait que, tu sais, c'est de comprendre et respecter que pour un, ben, si c'est un repas convivial avec de la musique, c'est, tu réussiras peut-être pas à le maintenir là parce que ça répond pas. Fait que c'est de tout
redéfinir. Fait que c'est une danse chaque jour aussi. Bon, on sait, tu sais, avec le rythme, les saisons, tout bouge, tout change. Fait qu'on se laisse beaucoup, beaucoup de flexibilité, puis de chaque jour ne se ressemble pas. Et c'est ça, grosso modo. Ma mère est là 3 jours semaine, donc ça me laisse le temps de, tu sais, vaquer à mes occupations autant professionnelles, personnelles, que pour la maison, certaines choses qui demandent toute mon attention. Mhm. Fait que une valse. Alors, pour les personnes peut-être qui ne connaîtraient pas, comment tu expliquerais ce qu'est le human design? Parce que c'est aussi ta spécialité dans ton entreprise. Ben, on connaît beaucoup l'astrologie depuis la nuit des temps. Le Human Design est un peu plus moderne et il touche l'astrologie, mais, mais d'autres grandes sciences. Et pour moi, c'est vraiment un outil pour comprendre son énergie, comment on avance dans la vie, comment on prend des décisions. Fait que moi, j'utilise l'astrologie comme ta palette de couleurs. Puis, ben, tu sais, comment mettre ta palette de couleurs en action, puis à travers le human design, c'est vraiment un outil de redécouverte de soi, de faire Mhm. comme, oh my God, OK, wow. C'est vraiment mettre le point sur ce qui est juste, puis en même temps, mais tous ces outils-là, je trouve ça important de toujours dire ce ne sont pas des étiquettes, tu sais, c'est vraiment évolutif, puis c'est ce que toi t'en fais, tu sais, en tant que humain, artiste qu'on est tous, ben, tu sais, mettons, être Anne Sagittaire, ça n'a pas le même goût que quelqu'un d'autre aussi qui va être Sagittaire. Le Sagittaire de Anne est unique, là, tu sais, puis en même temps, ben, il y a plein de choses qui... Fait que c'est vraiment de se permettre de se redécouvrir puis de mettre de la clarté sur ce qu'on pense être et vouloir. Et... En plus, ce qui est beau, c'est que le Human Design, à la base, a été créé pour les enfants. Donc, toi, tu Oh, l'utilises vraiment dans son essence pour créer, j'ai envie de dire, une vie qui va respecter le fonctionnement de tes enfants. Puis c'est beau, là, tu sais, c'est créer à partir du vivant plutôt qu'effectivement créer une structure, puis espérer que les gens rentrent dans la structure. oui. Mm. Oui, 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 parce que c'est ça, tu sais, moi, j'ai une petite réflecteur à la maison, là. C'est C'est une, rare, ça. c'est une bébite bizarre, là. Je suis comme, oh my God, mais s'il n'y avait pas eu le Human Design, là, probablement que j'aurais essayé, moi aussi, de la conformer, là, parce que elle est lente! Elle est lente! Elle a un rythme comme... Elle marche sur des nuages, elle. Elle n'est pas sur la terre, là. Moi, je trouve ça beau parce que, tu vois, moi j'ai choisi l'école alternative parce que, puis je me rends compte, en fait, que tous les choix que j'ai faits, c'est par rapport à mon aîné, hein. Euh, j'ai choisi une garderie de moyenne taille parce que je savais qu'en milieu familial, elle s'ennuierait, elle a besoin du contact des autres, mais en même temps, trop gros, ça l'aurait vidée parce qu'elle est beaucoup dans l'énergie des autres, hein, elle est projecteur. J'ai choisi une école alternative parce que je savais que dans une école où on lui laisserait pas la liberté d'initiative, tout ça, elle serait malheureuse, puis elle pourrait devenir une leader négative. Mais ta sœur, elle a suivi du coup, mais il y a des fois où je me suis dit, si ça avait été elle l'aînée, j'aurais peut-être fait d'autres choix. Puis là, tu vois, elle adore l'école et en même temps, elle se plaint beaucoup qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de consignes à respecter. Et pourtant, sa prof me dit c'est un amour, elle écoute tout, elle aide beaucoup, mais elle doit prendre quand même sur elle parce qu'arrivée à la maison, elle est plus capable de rien suivre. Elle est vidée. Et pourtant, elle est générateur. Donc, tu sais, du jus, elle en a, mais elle aimerait ça qu'on lui fiche la paix, en fait. Et je dis, ben, à la maison, il y a quand même un minimum de consignes à respecter pour le bien-être de la famille. Je dis, mais on peut essayer de trouver des solutions, on peut alléger. Parce que là, je suis en train de me dire, est-ce que pour elle, ça convient? Et en même temps, elle est aussi avancée que sa sœur. Elle sait déjà lire alors qu'elle commence la maternelle. Donc, je sais que dans cette école, elle va pouvoir sauter une classe s'il y a besoin, qui vont suivre son rythme, qui vont pas la retenir. Alors que dans une école traditionnelle, je sais pas ce que ça aurait donné, quoi. Donc oui, non, c'est parce que c'est jamais la même chose d'un enfant à l'autre non plus, hein. Mm, effectivement. Toi, Elodie, comment Moi, je rejoins beaucoup Yasmine dans ce modèle vivant qui fait qu'évoluer tout le temps.
Parce qu'en plus, bah, quand on a commencé l'école à la maison, mon fils avait 4 ans, aujourd'hui il va sur ses 9 ans. Donc clairement, c'est pas la même chose avec des plus petits, c'est pas la même chose quand ils grandissent, c'est pas la même chose entre les deux enfants. Pareil, je suis très adepte du human design, donc j'adore cette discussion. Pareil, on a adapté et on a enlevé, on a donné un coup de pied au repas à 4 parce que il y en a, on a un peu la même configuration. J'ai mon fils qui a besoin de bruit permanent, ma fille qui a besoin de calme, mon mari qui a besoin d'ultra calme. Donc, autant dire que les repas à 4 des fois, et en fait, c'est s'autoriser finalement à faire ce qui est juste pour soi, puis, et puis évidemment montrer ce modèle à nos enfants, en fait, de se respecter. Ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut dans son coin comme il veut, mais voilà, il y a un temps pour les choses qu'on a envie de faire ensemble. Et puis, il y a un temps où il y a des choses aussi où on va se respecter, puis adapter ce modèle. Et puis, effectivement, qui est tout le temps en perpète évolution. Quand on me dit comment tu fais l'école à la maison, bah, je fais. Parce que, en fait, ça évolue tout le temps, ça bouge tout le temps. Donc, il n'y a pas de recette ou de modèle. Là, nous, on sent qu'on est dans une évolution où, clairement, quand on va arriver en Espagne, j'ai envie de déléguer une partie de l'apprentissage parce que il y a des choses qui deviennent un petit peu lourdes et tout, mais certainement pas dans un modèle classique, quoi. Ça, c'est sûr que non. Mais c'est pareil, en fonction de leur évolution, de leur mode de fonctionnement, parce que moi, j'ai un petit manifesteur à la maison et j'ai une MG 4 comme moi. Donc, voilà comment, en fait, on peut les guider, euh, amplifier, puis miser sur leur talent naturel et en même temps les aider en fait à grandir en fait dans ce monde qu'est le nôtre euh, sans les mettre, sans effectivement leur coller d'étiquettes. Alors là, je rejoins à 2000%, sans essayer de les faire rentrer dans des cases parce que en plus, en étant à l'école à la maison, ils sont encore plus câblés pour ne pas rentrer dans des cases. Et c'est tant mieux, parce que comme ça, ils auront à moins s'en défaire. En tout cas, ils s'en défont plutôt que nous. Donc, c'est génial. Et effectivement, c'est un parcours, je trouve, d'autorisation pour nous, de lâcher prise, parce que évidemment, il y a les réactions autour, euh, de la façon d'apprendre, de la sociabilité, enfin la sociabilisation dont on parlait tout à l'heure. Ça touche tellement de choses, en fait. Et je trouve que c'est un chemin, en fait, de leadership aussi pour nous, de faire ce chemin-là. Moi, je dis toujours que nos enfants, en fait, c'est nos plus grands mentors. À la limite, on n'en aurait pas besoin d'autres, parce que franchement, à eux seuls, ils s'autosuffisent. Et oui, ça nous permet, en fait, de suivre cette danse, ce modèle vivant. Et en même temps, ça peut être hyper déstabilisant parce qu'on n'a pas forcément vécu ce modèle. Moi, j'ai vécu un modèle hyper strict, hyper scolaire. Jusqu'à certaines classes, j'étais la bonne élève, tu vois, un peu la première de la classe. Puis après, ça s'est gâté parce que j'arrivais plus à me conformer. Et en plus, j'ai cassé tout ce modèle pour aller vraiment dans quelque chose d'hyper alternatif où mes enfants m'ont énormément challengé au départ, quoi. Et c'est là où c'est super intéressant. Puis ça demande beaucoup d'humilité, de sortir de la posture du parent là qui veut absolument avoir raison sur son enfant. En fait, on pourrait en parler des heures. Ça vient toucher tellement de choses qui nous amènent, nous, à grandir et en même temps les aider à grandir en fait à leur manière, quoi. Mm. Ça rejoint, je vous écoute, puis ça rejoint tellement un des enseignements de cette mère de clan qui est justement de créer à partir du chaos, à partir de ce qu'on rencontre dans la vie, puis de pas hésiter à détruire, à changer au besoin. C'est ça, être une artiste, être créatif, hein, c'est OK, on va trouver une solution, comme tu as parlé de solution, OK, on va tout rechanger. Tu sais, puis au tout début, on parlait de l'échec aussi qui fait grandir, puis qui nous amène puis de la transformation que ça vous apporte aussi à vous d'avoir choisi ce chemin-là, en fait. C'est que vous êtes vous-même en train de vous réinventer en créant une vie pour vos enfants. C'est super beau. C'est super Mm. beau. Et alors, un autre de point commun que vous avez, pour moi, qui a un lien vraiment avec tout ça, c'est le nomadisme. Alors, là encore, pourquoi ce choix?
Qu'est-ce qui l'a guidé? Qu'est-ce que ça vous apporte? Hmm. Ben, moi, je me suis toujours sentie femme du monde. Tu sais, j'ai tout le temps dit, je suis née au Québec, mais je vais pas mourir au Québec. Fait que, bon, on verra, là. Hein, mais, mais personnellement, moi, je trouve que c'est dommage, tu sais, de rester dans une seule culture, une seule. Il y a tellement à prendre, à sortir. Moi, je trouve que chacun de mes voyages, ça a été des initiations. C'est pas juste, je m'en vais faire. J'ai jamais été attirée de toute façon par les voyages dans le sud, là, mais tu sais, je m'en vais pas faire le bacon sur la plage, là. J'ai vraiment. J'étais à la découverte, puis j'ai envie de me dépayser, puis tu sais, de comprendre. Puis je trouve que c'est très riche d'offrir ça aux enfants, surtout quand on vient d'un monde quand même matérialiste, très cadré, très... ben, c'est de montrer qu'il y a autre chose en dehors de la boîte, puis que, tu sais, tout le monde ne mange pas à sa faim, puis qu'il y a d'autres façons il y a d'autres traditions, il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres... fait que je trouve ça euh, très, très enrichissant. Puis même le côté de bouger. Tu sais, moi, j'ai énormément déménagé quand j'étais jeune. Euh, oui, il y a des côtés, il y a des difficultés, puis des côtés négatifs à tout ça, mais en même temps, tu sais, ça m'a amené à beaucoup m'adapter et à être capable de recréer mes repères et tout ça. Donc, je trouve que ça, c'est tellement l'éventail de richesses, tu sais, que ça offre aussi aux enfants à, à aussi recréer notre cocon familial, tu sais, comprendre que c'est pas là où est-ce qu'on, tu sais, c'est nous, puis on va recréer cette harmonie-là, cette team, peu importe où est-ce qu'on est. Euh, ouais, c'est, en tout cas, il y a... Je te rejoins dans les déménagements hein, quand j'étais petite. Je l'ai mal vécu, mais Ouais. comme tu dis, ça apporte beaucoup de qualité, d'ouverture, d'adaptabilité, effectivement. Et pour les enfants, c'est une richesse. Et moi, juste le fait d'être dans une famille biculturelle, je trouve ça riche, quoi. Même si on parle la même langue. Leur père, par exemple, il leur parle anglais depuis qu'elles sont petites, parce qu'il a grandi un peu dans l'Ouest canadien. Tu sais, il y a des réflexions qu'elles ont sur les mots, sur les façons de faire. Tu sais, là, on vient de passer l'Halloween, puis quand je disais à mes filles, mais parce que moi, je triple, moi, Halloween, je redeviens une enfant, là, comme toi à Noël, Elodie. Puis quand je disais, mais vous savez, quand maman était petite, on se déguisait pas, on n'allait pas chercher des bonbons. Et ma grande qui me regarde, mais c'est trop triste. Je dis, bah oui. Je lui dis, mais tu vois, maintenant, à cause de toutes les émissions de télé américaines qui passent en France, ben maintenant, on le fait parce on trouve que c'est le fun, on a envie, tu sais. Donc je dis, oui, c'est vrai que c'est riche. Je dis, mais par contre, moi, en France, il y avait la chandeleur, c'était le fun, on faisait des crêpes. Puis là, ma fille elle me fait, oh, des crêpes, maman, faut qu'on le fasse. Je dis, oui, on peut mélanger, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Elodie, est-ce que tu as toujours été nomade? Moi, c'est pareil, j'ai toujours ressenti, d'ailleurs, je me souviens que déjà à 13 14 ans, j'avais dit à mes parents, non, mais moi, de toute façon, j'irai vivre en Australie. Je ne sais pas pourquoi. J'avais parlé d'Australie, puis j'avais parlé de Tahiti. Euh, je me suis toujours sentie, en fait, une âme de voyageuse. Puis même pendant mes études, je suis partie dans une autre région de France, je suis revenue. On a été travailler au Luxembourg avec mon mari, on est revenu en Alsace, puis après on a bougé, puis après on a bougé au Mexique, en Espagne. Donc pareil, je me suis toujours sentie une femme du monde. Mais alors moi, pour le coup, ma mère avait eu cette expérience de beaucoup déménager, donc elle a voulu nous ancrer des fondations. Donc nous, on n'a jamais déménagé, c'est-à-dire que mes parents, ils vivent toujours au même endroit que moi j'ai connu en fait toute ma vie, où j'ai grandi toute ma vie dans ce logement. Ils sont toujours dans le même logement, tu vois. Et moi, au contraire, ça m'a, comment je pourrais dire, ça m'a encore plus donné envie de bouger, en fait, au grand désarroi de ma maman qui, qui s'est dit, mais punaise, je lui ai donné des fondations pour pas qu'elle vive ce que j'ai vécu, parce qu'elle l'avait très mal vécu.
Puis finalement, moi, je suis l'électron libre de toute la famille. Je suis la seule entrepreneur, je suis la seule nomade, je suis la seule qui fait l'instruction en famille. Enfin bon, bref. Et je rejoins beaucoup en fait sur cette ouverture, surtout pour les enfants. Nous, on est partis, bah, mon fils avait 4 ans, ma fille avait 8 ans. Et du coup, en fait, c'était l'âge idéal en fait pour partir au Mexique, surtout quand tu commences à partir hors Europe, en tout cas quand je parle par rapport à nous qui vivons en France, quoi, que c'est vraiment un mode de vie complètement différent. Et ça a été, il y a eu à la fois des expériences très intenses parce qu'on a vécu de sacrés périples au Mexique et à la fois cette richesse, cette connexion aux autres. Puis en plus, au Mexique, il y a vraiment ouais, cette connexion facile à l'humain. Tu as beaucoup de gens qui ont 10 fois moins qu'en France, mais qui te donneraient tout en fait. Euh, ils ont vécu des expériences, ils ont été aussi bah, face à la pauvreté, comme tu disais, de voir en fait que il y a des choses qui paraissent normales en fait chez nous et qui ne le sont pas dans d'autres pays ou des enfants qui ont vécu des choses particulières. Je me souviens bah, au moment de Noël, nous on a toujours notre rituel en fait de dégrossir au niveau jouets, peluches, tout ça avant Noël. On a toujours fait ça. Puis en étant nomade, ça n'a pas échappé à la règle parce que là, pour le coup, il fallait que tout rentre dans les valises, donc on n'avait pas le choix. Et au moment où on a donné des choses, en fait, il y a une famille qui venait de tout perdre dans un incendie. La petite avait encore son ourson calciné dans les bras. Le papa était mort dans l'incendie. Enfin, c'était hyper émotionnel. J'en ai encore des frissons là de le raconter. Et au moment où on a été déposer des choses à l'église, en fait, bah, il y avait cette famille qui était sur le départ. Et finalement, ça a été un énorme cadeau pour les enfants parce que bah, tout le monde avait paré aux denrées alimentaires, des choses de base, mais pas des jouets ou des peluches ou des choses comme ça. Et ça a été un énorme apprentissage pour nos enfants. Ils en parlent encore maintenant, tu vois, 4 ans après, parce que ça les a rendus tristes, ça leur a fait prendre conscience, en fait, de la chance aussi qu'ils avaient. Et puis, euh, et puis d'être dans ce partage, tu vois, nous, on a beaucoup ce discours bah, finalement du matériel qui va tourner parce qu'on s'accroche pas au matériel. Puis en tant que nomade, il y a vraiment tu te délestes en fait de beaucoup de choses matérielles et, euh, et tu te rends compte que tout est là en fait. Et tu n'es plus en train de raccrocher ta sécurité intérieure enfin ta sécurité à un logement, justement, elle est intérieure à un logement, à des objets du matériel, en fait, tout simplement, quoi. Et ça, c'est un enseignement qui est hyper puissant. Ça me fait rebondir sur quelque chose, une femme que j'avais entendue, je me souviens plus où, mais justement, tu sais, nous, on nous prépare vraiment à l'héritage que tu vas laisser aux enfants, puis il faut que tu t'achètes une maison, puis il faut que tu... puis c'est une femme, je sais pas si, tu sais, je sais pas si elle arrivait à la retraite ou whatever, puis, tu sais, elle a tout, là, elle a la grosse maison, elle a... puis est-ce que tu es heureuse qu'on y avait demandé? Puis c'est comme, ben là, j'ai travaillé toute ma vie pour bâtir tout. C'est comme si elle se sentait pris dans sa forteresse, dans ce que... Moi, j'aurais envie de voyager, j'aurais envie de, 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 de prendre le large, puis je peux pas laisser ce pourquoi j'ai travaillé pendant toute ma vie. J'ai trouvé ça tellement triste, puis tu sais, ça m'a fait repenser à, justement, tu sais, comme comment, comment on veut vivre? Est-ce qu'on veut créer justement cette forteresse-là qui te maintienne euh, coulé dans le béton, là, ou est-ce qu'on on veut créer quelque chose en mouvement qui te permette de la légèreté, de pouvoir te réinventer, bouger fait que ça m'a fait penser à ça parce que oui, c'est ça qu'on nous prépare à faire, là, les REER, s'il faut que tu construis tout ça, c'est bien carré, c'est bien solide, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Des fois, c'est important de se le demander. Mm, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à le faire sans réfléchir parce que c'est ce que tout le monde fait, exactement. Oui. Oui. Mm. Et le choix de l'entrepreneuriat, ça vient d'où, mesdames? Hmm. Euh, Moi, je pense que ça fait...
comment je pourrais dire? J'ai toujours eu cet élan de liberté, puis je pense qu'on l'a tous chez moi. Mais en même temps, ben c'est ça. Tu rentres, un coup que tu es rentré dans la machine, ben tu fais comme tout le monde, puis bon, ben je vais aller étudier, puis là, ben, tu sors de l'école, il faut que tu choisisses un métier pour les 40 prochaines années, puis t'es comme, mais je sais pas qui je suis. Fait que ça a pris un temps avant que j'assume tout ça. Je pense que la maternité aussi, tu sais, le fait de, d'avoir une famille, de vouloir être présent, ça a ravivé ce côté entrepreneur qui a envie de bâtir quelque chose d'indépendant et euh, vraiment, c'est il y a 2 ans là, où est-ce que j'ai comme eu un choc électrique là, de dire, OK, ben c'est beau, tu as réalisé plein de choses, mais là, il faudrait peut-être que tu sortes faudrait peut-être que tu sortes du travail de salarié, parce que je restais tout le temps un pied dedans par peur, par insécurité financière, de dire, Oh my God, si j'enlève tout, là, ben, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ça, tout mon corps criait, là, ma santé, puis, tu sais, c'est comme let's go. Fait que oui, c'est ça, c'est un incontournable, ça peut pas être autrement. Mhm. Ça vient d'un élan vital, en fait. Ah oui, oui, oui. Surtout comment fonctionne aujourd'hui le marché du travail, les grandes entreprises, il y a plus, j'ai plus aucune valeur qui est reliée à ça, là. Mhm. Mhm. Et toi, Elodie, t'as 10 Alors ans? moi, ça s'est vraiment présenté. Moi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Et ça s'est vraiment présenté ben, parce que dans mon poste salarié que j'occupais avant, j'ai fait un burn-out professionnel. Je travaillais à ce moment-là dans un des plus gros cabinets d'audit au Luxembourg. Donc, autant dire, rien à voir avec ma vie de maintenant. Euh, et puis, j'ai vraiment ouais, vécu, on va dire, un tsunami parce que j'ai fait un burn-out professionnel. Et pendant que j'étais en burn-out, j'ai failli perdre ma fille aussi d'une bactérie. Et ça a été comme un électrochoc de dire, mais en fait, on peut pas continuer ce rythme, cette vie. Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est à ce moment-là que vraiment le sens de la vie est venu me percuter, me dire, mais pourquoi on fait ça, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça, la vie? Est-ce que c'est vraiment s'imposer ça? Mais non, quoi. Alors, bien sûr, ça a été tout un chemin. Suite à ça, on était revenu en Alsace pour être près de ma famille, justement. J'ai eu un poste dans les institutions européennes il y avait comme les portes qui s'ouvraient. Et puis, l'année d'après, j'ai commencé à mettre un doigt dans la réflexologie plantaire, dans le massage bien-être et tout. Et puis là, c'est comme si toutes les portes se sont fermées d'un côté et toutes les portes se sont ouvertes dans l'entrepreneuriat. Donc, au début, je voulais garder un pied dans chaque endroit en se disant, on va faire ça progressivement. Bon, le progressif chez moi, c'est toujours quand même quelque chose de très relatif. Et, euh, et en fait, bah, la vie m'a obligée à choisir parce que de toute façon, toutes les opportunités me passaient sous le nez dans les institutions européennes. Et par contre, l'entrepreneuriat, bah, ça s'ouvrait en grand, quoi. Et je rejoins Yasmine, c'est vraiment cet élan de liberté. Ma fille était petite à ce moment-là, donc il y avait aussi ce truc de, mais en fait, j'ai envie d'être présente. J'ai envie bah, voilà, de pouvoir profiter en fait avec mes enfants. J'ai pas envie de laisser un endroit de 7 heures à 19 heures, puis de vivre 2 heures par jour avec eux. Enfin, ça n'a aucun sens aussi, ce truc. Euh, et c'était l'envie de liberté qui a toujours été là, parce que finalement, je me suis toujours sentie un peu comme une alien en fait dans les postes salariés de toute façon où j'étais parce que j'évoluais très vite, je m'ennuyais très vite, j'étais pas du tout en adéquation voilà avec le système. Donc c'est parti de là. Et puis forcément, bah, l'artiste, même si je le nommais pas comme ça à l'époque,
s'est réveillé avec l'envie de créer plein de choses, l'envie de vivre plein de choses. Puis ça reboucle avec les voyages qu'on disait tout à l'heure, hein. Pour moi, finalement, c'est les côtés d'une même pièce. C'est vivre des expériences avec nos enfants, se créer des souvenirs. Puis l'entrepreneuriat permet vraiment ça. C'est comme un immense océan de possibilités où on peut choisir, où on peut se réinventer. Puis moi, c'est quand même un peu ma marque de fabrique, de me réinventer tout le temps. J'ai l'impression en 10 ans d'avoir eu 1000 vies dans l'entrepreneuriat, tellement j'ai créé des projets différents, tant techniques qu'artistiques. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment cet élan vital et puis se sentir, en fait, pousser des ailes parce que tu as l'immensité, en fait, devant toi, puis tu n'as qu'à choisir ce que tu as envie, quoi. Hmm. Il y a deux choses qui résonnent dans ce que tu dis. Il y a ce besoin de sécurité, hein, qu'on a, puis qui fait qu'on n'ose pas. Et que quand on choisit de lâcher, ça fait très peur. Le corps, Mm. le corps parle, hein. Je veux dire, moi, quand j'ai plongé dans Sisters aussi, là, j'en ai pas dormi pendant 2 jours parce que je voulais pas y aller, mais en même temps, tout mon corps disait, si, il faut que tu y ailles, tu sais. Et en même temps, quand on lâche, ça s'ouvre. Tu sais. Mais Mm. c'est vrai qu'on est dans un monde où on nous prône la sécurité, etc. Et en même temps, pour oser faire ça, quelque part, il faut que le... Tu sais, ce matin, je faisais une méditation sur l'énergie de l'automne, là, où on est dans le lâcher prise, mais pour oser lâcher prise, il faut quand même avoir un minimum de sentiment de sécurité. Donc, dans la méditation, elle nous faisait relier, tu sais, à la terre, aux racines. C'est l'arbre, il lâche ses feuilles parce qu'il sait qu'il va renaître au printemps, parce qu'il est ancré dans la terre, tu sais. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, dans ce que tu as dit aussi, il y a tout l'aspect créativité. En fait, je me rends compte, on m'avait dit quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est un merveilleux outil de développement personnel, mais j'ai envie d'ajouter, c'est aussi un merveilleux champ de création, en fait. Moi, ça s'est développé à partir de... Parce qu'en fait, c'est comme disait Yasmine au début, tu as une page blanche, ok? Tu crées à partir de toi. Qu'est-ce que tu as envie de manifester? C'est quoi tes talents? Qu'est-ce que tu as envie de donner au monde? Et tu te mets à créer, tu sais, ça part de choses concrètes comme, ok, il faut que je fasse un visuel dans Canva. Il faut que j'apprenne des nouveaux outils, il faut que je réfléchisse à des offres, puis tu te réinventes tout le temps à travers tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est quelque part, c'est peut-être pas étonnant que on en soit venu à découvrir l'artiste en soi, parce que je pense que c'est ça aussi que fait l'entrepreneuriat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça vient toucher à notre flamme créative, hein. Clairement. Ouais, hein. Et alors, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous faites dans vos entreprises? Qu'est-ce que vous offrez au monde, justement, comme cadeau, avec votre belle créativité? Ben moi, justement, c'est de l'accompagnement pour se permettre cette liberté-là d'être soi. Donc, j'ai parlé beaucoup de pages blanches. Je parle aussi beaucoup de big picture. Donc, tu sais, c'est de ramener les gens à voir vraiment qui ils sont en dehors du cadre imposé. Fait que je travaille autant avec la créativité, le dessin. Donc, mon outil, c'est vraiment l'art, l'écriture. Je canalise beaucoup aussi. Ça passe tout par le dessin, puis C'est ma façon, moi, d'accompagner beaucoup les gens, de pouvoir être présent pour eux sans être trop dans ma tête à essayer de, de, de gérer toute l'information qui est là, tout ce que je reçois aussi en énergie, en émotion. Euh, je travaille un peu avec l'astrologie, le human design, juste pour venir accompagner tout ça. Mais c'est ça, c'est de vraiment aider les gens à rebâtir leur confiance et tout ça pour pouvoir se permettre des vies qui sortent de l'ordinaire, puis de réinventer les schémas, que ça soit professionnels, familiaux, tu sais, ouais, de, de vivre un peu ce qu'on vit, ces vies libres et créatives. Oui, puis en t'écoutant, je repensais au texte que chacune vous m'avez envoyé pour vos bios. Vous êtes parmi les seuls à m'avoir écrit des bios en fonction du thème de l'entrevue, et je trouve ça formidable. Ça montre que vous êtes vraiment créatif. Donc, je tenais à le souligner. Il
il y a tellement mille et une façons, tu sais, de se présenter, de parler de nos activités. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on me demande qui es-tu et que fais-tu, que mon discours va être différent parce que c'est ça, ça peut prendre tellement de chemins, tellement de connotations différentes. Puis, en bout de ligne, ça va dire la même chose. Mhm. Effectivement. Et toi, Elodie, alors tu as dit que tu étais thérapeute corporelle, tu es aussi coach, Oui, alors j'ai plein de, j'ai chapeau. plein de facettes, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me définis pas mal comme metteuse en scène des leaders et des artistes. Mhm. J'accompagne beaucoup les femmes entrepreneurs à réconcilier justement leur corps et leur entreprise. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment en fait une demande qui m'a été faite, puisque moi, ça fait 10 ans que je suis thérapeute corporelle. Donc au début, j'ai beaucoup accompagné dans les traumas, le burn-out, l'abus, beaucoup de choses comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai eu beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont venues me voir pour des problématiques personnelles ou par rapport à leur entreprise. Puis au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment développé cette magie de réconcilier le corps et l'entreprise. Et puis, ça relie en fait tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec les valeurs de sens. C'est que tout ce qu'on fait, cet élan vital en fait de créer nos entreprises, ça a tellement pas de sens si au passage on s'épuise, si au passage on se déconnecte de qui on est, de l'artiste qu'on est, de... Et puis en même temps, on fait tout ce chemin finalement des fois où on se laisse happer par des objets brillants, où on se laisse happer par des choses qui sont pas totalement nous, pour mieux se revenir à nous après parce que ça crée du discernement. Et en ce moment, je suis vraiment en train voilà, d'aider les femmes entrepreneurs à oser se montrer, parce que ça fait partie aussi des cartes que moi, je n'avais pas vues en moi pendant longtemps. Puis finalement, j'ai créé beaucoup de scènes virtuelles pour le moment, mais le présentiel s'en vient, pour mettre en lumière des femmes, pour créer des sommets atypiques, pour en fait les aider à s'épanouir, à être authentiques. euh, et à garder en fait cette flamme de qui elles sont et ne surtout pas se suradapter ou ne surtout pas jouer un rôle qui est différent en fait d'une autre tout simplement quoi. Et dans nos entreprises actuellement, c'est vraiment ça, c'est aider des femmes entrepreneurs qui se sont perdues en chemin, qui sont des fois à un carrefour, qui voient des choses qui leur correspondent pas forcément, mais en même temps elles savent pas comment créer à leur sauce. Et finalement, moi, je m'épanouis dans le chaos créatif, là où il n'y a pas de structure, là où il n'y a pas de questions préétablies. Donc, j'adore. Et c'est quand j'ai assumé, en fait, cette magie-là, parce que moi aussi, j'ai eu ce chemin à un moment donné de tester des stratégies, des choses qui n'étaient pas totalement moi, mais on m'a fait croire que c'est comme ça qu'on faisait du business. Donc, il fallait quand même se conformer à quelques règles. Et finalement, j'ai pas eu d'autre choix que de revenir artiste multipotentiel que je suis et dire ok, mais en fait, moi, les règles, je vais les inventer pour moi, en fonction de ce qui fonctionne pour moi, en fonction de qui je suis. Puis moi, je peux pas me mettre dans une case, aucun artiste ne peut, c'est pas possible. Une toile n'est pas égale à une autre, un spectacle n'est pas égal à un autre. Là, c'est la même chose en fait pour nos entreprises. Et garder cette flamme, je pense que c'est le job le plus difficile de l'entrepreneur, de ne pas se laisser finalement parasiter, même de manière inconsciente, hein, sans avoir la volonté de copier ou sans avoir de mauvaises intentions. Mais c'est totalement humain, ce chemin. Et finalement, ouais, de rester centré. Puis ça, on en revient avec la sécurité intérieure dont on parlait, quoi. On travaille énormément la sécurité intérieure pour pouvoir oser se montrer tel qu'on est, développer des entreprises à nos images, quoi. C'est vraiment ça. Mhm. Comme la vie que vous vous êtes créée aussi, toutes les deux. C'est vraiment aligné. Euh, alors, moi aussi, je suis en pleine redéfinition. La maternité, ça résonne de moins en moins. C'était le chemin. Donc, j'ai décidé que je ne vous poserai pas plus de questions sur le sujet. Par contre, il y a une nouvelle question qui monte, qui est plus en lien avec mon artiste. Si vous aviez un livre à recommander aux femmes qui nous écoutent, en lien avec ce dont on a parlé, créativité, entrepreneuriat, école à la maison, tout ce que vous voulez, là, ce qui monte, ce serait lequel? Hmm.
Euh, Dernièrement, moi, j'ai beaucoup aimé le journal créatif d'Anne-Marie Jobin pour que ça soit pour mettre un pied dans justement le créatif sans pour autant se sentir artiste. J'ai trop souvent, tu sais, entendu les gens dire, ah, mais moi, j'ai pas de talent artistique ou moi, j'ai pas, tu sais, vraiment balayer tout ça comme si, ben, c'est pas pour moi, mais c'est pour tout le monde. C'est juste de vraiment, c'est ça, encore là, ça permet d'être hors cadre parce qu'on a dit qu'un artiste, ben, t'avais- tu sais, il y avait des règles à suivre pour pouvoir porter le titre. Euh, donc, avec les techniques d'Anne-Marie Jobin, tu sais, c'est vraiment des techniques aussi de développement personnel et toutes simples, que ça soit le griffonnage, tu sais, d'écrire pour ceux qui aiment l'écriture, mais tu sais, d'une manière circulaire ou tu sais, de vraiment développer ta technique, de déchirer du papier ou des trucs qui sont, puis qui t'amènent à revoir le dessin autre que une peinture réaliste d'un portrait, tu sais, que c'est pas tout le monde accessible à tout le monde. Euh, Ouais, moi, je l'ai découverte à travers des séances de groupe, puis tout le monde a réussi à vraiment y trouver du plaisir et un cadeau derrière. Fait que moi, je trouve que ça peut être un bon... Oui, tu l'avais amené à un de nos réseautages. C'est vrai que c'est un... Ça va amener comme un oracle. Ça aussi, Ouais. c'est intéressant parce que tu peux vraiment le... Mais le livre, il est génial. J'ai commencé par le prendre à la bibliothèque, puis finalement, ben, je l'ai acheté à ma mère, puis je pense que je vous le recommande tout. Merci. Toi, Elodie, est-ce qu'il y en a un qui est monté? Oui, alors celui qui monte, c'est Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête de Olivia Zetlin. Je ne sais pas C'est si beau vous comme titre. connaissez. C'est vraiment l'histoire d'une femme justement bah, qui vit un burn-out et toute l'histoire en fait de sa renaissance personnelle. Et puis il y a un autre roman qui suit après de vraiment sa carrière dans la danse, une carrière artistique évidemment. Et évidemment, ouais, ce personnage tellement attachant dans sa traversée, dans cette renaissance en fait du phénix qui me parle énormément. Puis la façon dont c'est écrit, c'est vraiment c'est très léger et puis à la fois très profond, quoi. Mhm. Mhm. Ah ben, super. Ben, merci beaucoup, mesdames. Euh, j'ai vraiment adoré. En fait, j'adore faire ça à trois. Ça va peut-être être mon nouveau concept. C'est vraiment intéressant la mise en parallèle des perspectives, je trouve. Vraiment, ouais. Et j'ai même envie de vous demander, c'est la première fois que je le fais, votre aide pour le titre de cet épisode. Alors d'habitude, je mets toujours le nom de la mère de clan, mais après je mets un comment avec un verbe. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Vous pouvez y penser, mais j'aimerais ça qu'on le crée à trois, le titre de cet épisode. Euh, je pense que ouais, ce serait en lien avec cette mère de clan. Et puis ça fait écho au message que moi j'ai reçu en début d'entrevue. Donc bien sûr, pour celles qui nous écoutent, il y aura tous les liens pour retrouver Elodie, Yasmine, les liens des livres que vous avez mentionnés. Euh, je vais mettre un lien aussi pour le Human Design pour les gens qui seraient intéressés. Et, euh, et voilà. Donc merci encore. Merci à Merci toi. encore. Merci. Et puis ben, je vais vous souhaiter à toutes une très belle journée. Bye tout le monde. Bye. Bye. Alors voilà qui conclut cet épisode un petit peu spécial à trois. Je vous avouerai que j'ai adoré l'expérience, au point où je pense peut-être le renouveler dans la saison 3. Je vais réfléchir à quelque chose. D'ailleurs, en parlant de saison 3, hein, de changement, vous avez peut-être remarqué que la musique du générique a changé. Alors, c'est quelque chose que je voulais faire pour la saison 3. L'artiste en moi voulait créer son propre générique. Mais voilà, la vie m'a rattrapée avant. Il se trouve que je n'avais pas les droits de diffusion pour le jingle que j'avais choisi. J'avoue que j'y connaissais rien là-dedans. Puis là, maintenant que moi j'ai mes propres chansons, ben, j'ai appris. Donc pour le moment, je vous ai mis Montée de lait.
la chanson que j'ai performée au spectacle du 2 novembre. Mais je pense que je vais en créer une vraiment pour ce balado dans les prochaines semaines. Peut-être déjà pour le prochain épisode. Ça va dépendre de mon inspiration et du temps que j'ai. Et en parlant de la chanson, si vous n'avez pas pu venir au spectacle, sachez que vous pourrez vous procurer l'album numérique des chansons en janvier. Enfin, vous pouvez déjà le précommander et que les chansons seront disponibles juste à temps pour Noël, mais que vous pouvez déjà là aussi les commander. Donc, je vais vous mettre dans le descriptif de l'épisode le lien pour cela. Il y a aussi d'autres produits dérivés comme les affiches des œuvres qui ont été présentées au spectacle et des bracelets Sisters. Euh, donc, je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous le 20 novembre pour le prochain épisode en solo avec la femme qui marche dans sa grandeur. Bonne journée tout le monde!